Voilà, bah, Bonjour, bonjour, bienvenue, et bien je vous c'est à remercie tout vous. d'abord d'avoir. Pardon, oui, pardon, excusez-moi. Je vous en Donc prie. oui, je vous disais, je vous remercie tout d'abord d'avoir invité bon, plus largement la délégation au patrimoine de l'armée de terre à intervenir pendant cette journée, alors qui va être une intervention qui va sortir peut-être un petit peu du champ de l'ensemble de la journée à laquelle vous avez participé, mais qui en même temps s'en rapproche quand même un peu, puisque même si on va plutôt parler de manière générale de ce que l'armée de terre fait en termes de protection du patrimoine en zone de conflit armé, il est évident que les archives, en tant que partie de la multitude de biens culturels, sont concernées. Et donc, ce sera plutôt une intervention d'ouverture. Donc pour débuter sur cette présentation, un bref rappel de ce que, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez peut-être aujourd'hui de la culture populaire de la protection du patrimoine. Donc c'est probablement le film Monuments Men qui présente voilà, cette aventure de soldats alliés, majoritairement américains, représentés dans le film, qui ont eu cette mission au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est déjà que les Américains montrent encore qu'ils pensent souvent avoir tout inventé, alors que pour le cas de la protection des biens culturels en zone de conflit armé, c'est les Français qui l'ont fait les premiers. Et d'ailleurs, un des personnages importants de ce film, c'est la capitaine Rose Valland, qui est donc jouée par Kate Blanchett dans The Monuments Men, qui est l'une des grandes figures de la protection du patrimoine en cas de conflit armé, et qui est l'un des personnages emblématiques de cette mission pour les armées françaises. Donc pourquoi est-ce que je disais que les Français sont les premiers à l'avoir fait? Vous avez donc sur cette diapositive une photo du bombardement de la cathédrale de Reims le 19 septembre 1914, qui vous montre le premier cas concret, en tout cas dont les Français ont été victimes dans les conflits modernes, de destruction d'un bien culturel dans un but militaire, puisque la cathédrale de Reims objectivement était assez largement éloignée des lignes de front, et donc ne présentait pas en soi un intérêt purement militaire pour être frappé. En revanche, la conséquence psychologique que le bombardement de Reims a eu pour les Français a été considérable. Donc on voit bien à travers ce cas concret la volonté par les Allemands d'utiliser le patrimoine et donc des biens culturels comme un moyen, un mode d'action vraiment militaire. Donc vous avez sur cette diapositive ici, grosso modo, l'organisation du premier service de protection des biens culturels entre 1916 et 1919, donc, que l'on appelle alors le service de protection des monuments et des œuvres d'art en zone désarmée, qui sont donc découpés en 4 grands ensembles, les 3 sections pour les fronts nord, centre et est, et le service des dépôts de l'intérieur, donc une sorte de grand magasin dans lequel on stockait, donc, à la manière d'une réserve dans un musée ou d'un magasin d'archives, tous les biens culturels qui étaient extraits des zones de combat et donc protégés des affres de la guerre. Autre chose intéressante aussi, et ça se répétera au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a une double tutelle de ces unités militaires entre le ministère de la Guerre et le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, pour montrer vraiment ce binomage entre une mission purement militaire et une mission culturelle. Donc leurs 4 grandes missions, comme détaillées sur la gauche de la diapositive, sont donc évacuer les œuvres d'art et autres biens culturels, les protéger, stabiliser notamment les monuments historiques victimes de frappes ou de dégradation, et réparer le cas échéant ce même genre de biens culturels inamovibles qui auraient été endommagés. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a une organisation qui est assez similaire et en même temps plutôt différente, notamment pour la partie basse de l'organigramme que vous voyez, puisque donc l'échelon de commandement, grosso modo, est à peu près identique à celui qu'on avait à la Première Guerre mondiale, puisque le service des monuments au Grand Quartier Général est toujours rattaché au ministère de la Guerre, au ministère des Beaux-Arts, et a toujours ce même système de double tutelle. Ce qui est vraiment différent à la fin des années 30 et sur le début
de la campagne de France, c'est donc ces équipes mobiles de réparation, donc les rectangles que vous voyez en rose au bas de l'organigramme, donc les EMR, qui sont ce qu'on appelle nous dans l'armée de terre des pions tactiques, c'est-à-dire vraiment un élément le plus petit possible manœuvrable que l'on peut déployer sur le terrain pour y mener des actions concrètes directement au contact des biens culturels touchés et dans les zones de combat. 9 équipes mobiles de réparation étaient donc réparties dans les différentes armées alliées et donc ont permis, durant la campagne de France, de mettre à l'abri certains biens culturels touchés. On fait un bond dans le temps pour venir à des exemples plus récents qui vous parleront peut-être un peu plus, puisque la plupart, enfin ces deux-là en tout cas, avaient fait plutôt la une dans les informations. Vous avez à gauche 2 photos du pont de Mostar qui se trouvait donc en ex-Yougoslavie, donc au-dessus le pont après sa réhabilitation et en dessous au moment où il avait été détruit pendant le conflit. Donc il avait été détruit par les Croates pour empêcher les Bosniaques de continuer à l'utiliser pour faire passer des hommes, du matériel et autres marchandises. Sauf que le pont de Mostar est un bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc le responsable de la destruction de ce pont avait par la suite été arrêté et jugé à la Cour pénale internationale de La Haye pour crime de guerre. Sur la droite, vous avez une photo du pillage du musée de Bagdad en 2003, puisque lors de l'invasion de l'Irak par l'armée américaine, certains officiels et officiers de l'armée américaine avaient alerté le secrétariat d'État à la Défense sur les questions de biens culturels en Irak, puisque étant quand même situé dans l'ancienne Mésopotamie, dans un de berceau de l'humanité, il était évident qu'il y avait un riche patrimoine archéologique et culturel à préserver. Et lorsque ils ont donc alerté le sous-secrétaire d'État à la Défense, celui-ci leur a répondu dans son anglais parfait « I don't have time for this fucking bullshit », traduit en français « Je n'ai pas le temps pour ces conneries ». Ce qui s'est passé, c'est ce qu'il devait se passer, puisque après l'invasion de Bagdad et les premiers combats et autres bombardements, le musée s'est retrouvé allègrement pillé. Et donc les Américains ont dû tant bien que mal se démener avec cet incident en devant expliquer que en gros c'était pas leur faute, que c'était au prix de la liberté, que des gens pouvaient faire des mauvaises choses, qu'ils y pouvaient rien, etc. Bon, ils ont eu un peu du mal à s'en dépêtrer et encore aujourd'hui les Américains sur ce champ de la protection des biens culturels en zone de conflit armé payent toujours cette erreur de 2003 et ont toujours du mal à être parfois crédibles dans certains de leurs échanges en raison de cette erreur passée. Maintenant, pourquoi est-ce que les armées françaises, comme d'autres armées, sont réglementairement obligées de protéger le patrimoine en zone de conflit armé? Eh bien, puisque la France, comme d'autres pays, a ratifié en 2017, à la suite donc, de nombreux autres, le deuxième protocole de la Convention de La Haye de 1954, donc, qui est celle pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et ces 2 protocoles, qui invitent donc les États signataires à la création d'unités spécialisées dans la conservation du patrimoine en zone de conflit armé. Donc, vous avez sur la gauche la couverture donc, de cette convention et à droite un manuel, alors qui lui pour le coup est assez récent, il est sorti il y a à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans, édité par l'UNESCO, qui est donc un manuel à destination des personnels militaires, qui est une sorte de mémento pour la protection des biens culturels, donc cultural property, à destination des personnels militaires chargés de ce type de mission. Cependant, dans l'armée de terre française, avant 2019, la protection des biens culturels, c'était quelque chose d'assez flou. Ça se résumait à peu près à ce que vous voyez sur la gauche, c'est le symbole du bouclier bleu, hein, donc des biens culturels protégés qui étaient apposés sur certains bâtiments dans des centres d'entraînement au combat, qui parfois pouvaient être utilisés dans le cas des simulations pour jouer ce genre d'événements dans les entraînements au combat, mais qui dans les faits étaient assez peu pris en compte. Et sur la droite, vous avez la couverture du mémento sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui donc était un document de doctrine qui avait été édité par le Centre d'enseignement et d'études du commandement, le CDEC, le Centre de doctrine et d'études du commandement, pardon, le CDEC, qui donc avait produit ce document qui était un peu notre base normative jusqu'alors pour la prise en compte de ces questions en zone de guerre.
Depuis 2019, et donc la meilleure prise en compte par la délégation au patrimoine de l'armée de terre de ces questions, les choses ont bien changé et se sont assez largement développées et améliorées, puisque aujourd'hui, sous l'égide de la DELPAT, donc la protection des biens culturels en zone de conflit armé, c'est 4 grands champs d'action, de la formation, des exercices, du conseil au commandement et des partenariats avec de nombreux alliés. Donc, on verra sur une diapositive un peu plus tard. Pour ce qui est de la formation, principalement, puisque c'est majoritairement ça qui sous-tend le plus et dans lequel on est le plus investi, c'est d'abord la sensibilisation pour les jeunes élèves en école, donc les élèves officiers par exemple, à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, ou les jeunes soldats pendant leur formation initiale pour simplement faire, comme ce que j'ai noté, une sensibilisation, leur apprendre déjà pourquoi ils y sont astreints légalement et leur susciter un intérêt pour cette particularité, pour qu'ils aient envie d'en apprendre un peu plus et donc de bien savoir quelles sont leurs obligations et quels sont leurs droits. Des formations aussi pour les spécialistes, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, donc à la fois les officiers conservateurs, mais aussi des légats, donc legal advisors, donc les juristes militaires qui sont déployés en opération ayant pour objectif donc de faire respecter le droit international et français dans les zones dans lesquelles nous sommes déployés. Et donc c'est un stage qu'on a fait déjà 2 fois, une première fois en juin 2022 à l'école militaire à Paris, et une deuxième fois en octobre de l'année dernière, en octobre 2023, toujours à l'école militaire et en partie aussi à l'Institut national du patrimoine. Donc c'est un stage qui pour nous, pour les militaires de l'armée de terre, est inscrit à notre calendrier annuel de formation, donc le CAF, avec donc l'acronyme que j'ai détaillé entre guillemets, ce qui signifie que ce n'est pas seulement accessible aux spécialistes. Prioritairement, on a formé évidemment les gens concernés par ces questions, donc l'ensemble des officiers conservateurs de l'armée de terre et des juristes militaires, mais à terme, l'objectif c'est aussi de pouvoir laisser des gens dont le métier est plutôt tourné vers purement l'opérationnel, la conduite des opérations, pour qu'ils puissent venir suivre ce stage et donc avoir des éléments déjà plus concrets pour le prendre en compte dans leurs opérations. Et enfin, des formations pour d'autres spécialités, donc BSPP, donc la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, puisque en France, on a cette particularité d'avoir nos sapeurs-pompiers, autant militaires que civils, professionnels que volontaires, qui sont chargés, en cas de catastrophes naturelles ou de dégradations diverses, de protéger le patrimoine dans des cas de sinistres. Et donc les S10, les centres départementaux d'intervention et de secours, s'entraînent régulièrement avec les musées, les églises, les châteaux et autres types de sites culturels pour intervenir sur ce genre de sinistre. Et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, notamment, est particulièrement concernée à Paris. On l'a vu avec l'incendie de Notre-Dame. Mais il faut aussi savoir, par exemple, qu'au sein du Louvre, vous avez une compagnie d'incendie de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui n'a comme seule et unique mission que celle de protéger les œuvres qui se trouvent dans le Louvre et donc d'intervenir en cas de sinistre. Les CIMIC, donc c'est Civilian and Military Cooperation, donc les actions civilo-militaires en français, donc c'est des soldats qui sont en général déployés en mission pour faire ce qu'on appelle des tournées de province, aller au contact des autorités, de la population, et donc c'est évidemment un levier assez important pour leur mission, la protection du patrimoine, puisque c'est parfois des moyens pour les communautés sur place d'arriver à maintenir une unité, de préserver leur patrimoine, des symboles autour desquels se rassembler, et donc on est aussi en mesure de former ces unités. Et enfin, le génie, puisque toutes les unités du génie de l'armée de terre qui ont parfois mené des opérations de travaux dans lesquelles ils vont creuser les sols, déplacer des volumes de terre, conduire des opérations de fouilles parfois souterraines, il peut arriver qu'ils tombent sur des objets archéologiques ou des biens culturels parfois cachés, enfouis, volés et autres. Et donc on leur apprend à savoir comment bien réagir dans ce genre de situation. Déploiement en opération, donc je vous ai mis 2 exemples de projections récentes d'officiers conservateurs. Vous avez à gauche le capitaine Timothée Lebert, qui est aujourd'hui le conservateur du musée de la Légion étrangère à Aubagne, qui avait été projeté donc, au Mali en 2019 dans le cadre de l'opération Barkhane, qui avait donc eu pour mission d'appuyer le général commandant la force Barkhane sur toutes les questions relatives à la protection du patrimoine dans sa zone d'opération.
Sur la droite, vous avez le capitaine Léopold Courtois, tout à fait à gauche de la photo, qui a donc été projeté en Estonie et qui a eu aussi la même mission et qui, comme vous le voyez sur la photo, a eu des petits cas un peu particuliers où là vous avez une mosaïque qui se trouvait à l'intérieur d'un bâtiment où les Français et les Estoniens s'entraînaient à faire du combat en zone urbaine, ce qui indéniablement risquait d'endommager cette mosaïque. La slide sur les partenariats, donc vous voyez ici un certain nombre de logos des institutions qui sont nos partenaires sur la question de la protection du patrimoine en opération. Alors, c'est une diapositive qui était assez exhaustive en 2020. Aujourd'hui, on pourrait quasiment multiplier par 2, voire par 3 le nombre d'institutions avec lesquelles nous travaillons. Donc nous avons notamment à gauche des organisations militaires internationales, donc évidemment l'OTAN et la MINUSMA, donc les missions, la MINUSMA, MINUSCA ou autres missions des Nations Unies déployées sur des théâtres d'opération. Et pour les armées étrangères qui sont nos partenaires privilégiés, nous avons l'armée autrichienne à travers sa sécurité civile, l'armée américaine à travers ses actions civilo-militaires, l'armée britannique qui dispose elle aussi d'une unité vraiment dédiée, spécialisée dans la protection du patrimoine, et les carabinieri italiens qui, eux, ont plutôt un angle d'approche lié au trafic de biens culturels et au pillage archéologique qui est l'une de leurs considérations majeures sur leur territoire national. Les structures au sein du ministère des Armées au centre, bien entendu, et sur la droite, des organisations civiles internationales, nationales ou étrangères. Alors, nos partenaires principaux sont donc notamment l'UNESCO, l'OSCE, des organisations de mécénat comme Alif, par exemple, qui a notamment beaucoup œuvré en Irak, notamment à Mossoul, après la reconquête de la ville contre Daesh, Interpol pour la lutte contre le trafic de biens culturels, ou bien encore des institutions assez connues comme la Smithsonian, par exemple, aux États-Unis, qui a développé depuis quelques années une petite task force, un petit groupe de personnes qui travaillent sur des capacités de réponse immédiate à des crises et à des destructions de biens culturels dans des zones soumises à des États faillis ou des situations sécuritaires dégradées. Alors pourquoi pour nous aussi dans l'armée de terre cette compétence est intéressante, parce que évidemment, même si nous sommes tous des professionnels, dans les officiers conservateurs, tous des professionnels du patrimoine, on ne le fait pas que pour l'amour de la beauté et de la culture dans le monde, c'est aussi parce que pour l'armée de terre, ça a un vrai avantage opérationnel, notamment à partir de ce premier exemple qui est celui de protéger nos soldats. Vous avez sur la gauche de cette diapositive un fond de carte de l'Afghanistan avec différents petits points qui vous représentent des sites culturels, donc les triangles violets plutôt des sites funéraires, les verts pour les mosquées et les jaunes pour tout ce qui va être temple, hôtel divers. Et sur la diapositive, le fond de carte central, pardon, vous avez donc des villages où les petits triangles rouges symbolisent ceux où le patrimoine a été ciblé, frappé, alors par des frappes de la coalition ou simplement parfois dans des cas de combat, et en gris ceux où le patrimoine n'a pas été touché. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique sur la droite de la diapositive, les zones dans lesquelles le patrimoine a été préservé lors des combats n'a pas été a été volontairement non ciblé par les soldats de la force, bien le nombre d'attaques sur les convois et sur les bases des forces alliées en Afghanistan avait considérablement diminué. Ici, un autre avantage, c'est celui de la compréhension des conflits. Vous avez un fond de carte de la Syrie avec, pour tous les petits points bleus, l'emplacement d'un site culturel. Vous voyez qu'il y a une assez forte concentration de ces sites, notamment dans des zones qui ont fait l'actualité. Je pense à la ville de Homs, la province d'Idlib, par exemple. Donc on comprend bien qu'en regardant cette carte, on voit que comprendre le patrimoine dans une zone d'opération, savoir à quelle culture il est lié, à quelle religion, quelle est l'histoire de chacun de ces sites, aide à comprendre les rapports entre les différentes populations, aide à comprendre parfois les tensions sur place. Et donc cette compréhension de l'environnement dans lequel on évolue en opération est évidemment pour nous un important facteur de supériorité opérationnelle, et donc tout ça grâce à la connaissance des spécialistes du patrimoine. Également, l'avantage d'être un vecteur d'influence. Vous avez ici une photo du panneau qui avait été posé au Mali après la rénovation, la restauration
du site du tombeau des Askia, donc, qui était un site funéraire au Mali détruit par les djihadistes pendant leur avancée vers Tombouctou, et donc réhabilité avec l'aide non seulement de l'UNESCO, mais aussi de la force Barkhane. Et donc c'est ce genre de petites opérations en utilisant entre guillemets le patrimoine permet de montrer que la force occidentale, là en l'occurrence la force française présente sur le territoire, est aussi là pour aider la population et prend en compte leur patrimoine et ne juge pas, ne le considère pas comme étant quelque chose d'inférieur. Il y a vraiment cette volonté de montrer la prise en compte de leur culture et la considération pour nous de l'importance que ça revêt pour leur société. Aussi la coopération avec les autorités locales et la population. Vous avez donc sur les deux photos donc le capitaine Lebert, dont je vous ai déjà parlé, en réunion avec des officiels maliens. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que nous, en tant qu'officiers conservateurs projetés sur une zone d'opération, nos homologues sur place nous voient avant tout comme étant des collègues, comme étant d'autres professionnels de la culture et pas forcément directement comme des soldats. Et donc, on va avoir des échanges avec eux qui sont en général un peu plus simples et plus directs. Et pour le commandement, c'est extrêmement intéressant puisque en partant d'un échange qu'on va pouvoir avoir avec un conservateur, un maire, un chef de village, on va ensuite pouvoir remonter un fil jusqu'à des élus, des personnalités plus importantes au niveau de l'État. Et donc, ça permettra à nos chefs d'avoir, par cette espèce de détour, on va dire, un contact plus rapide et parfois plus simple avec des officiels pour lesquels ils peuvent avoir des besoins d'échanger. Et enfin, le dernier mais non des moindres, c'est de cibler le financement de nos ennemis ou de nos adversaires. Vous avez donc sur cette photo un petit stand de vente d'objets archéologiques, la plupart issus de sites de pillage, qui est l'une des grandes sources de financement, notamment des groupes armés terroristes. Mais vous verrez sur les slides suivantes que nos adversaires aussi étatiques utilisent ce mode de financement. Pour votre information, à peu près au plus fort à l'apogée du groupe État islamique, le financement par la vente de biens culturels volés ou pillés, c'était la troisième source de financement du groupe terroriste derrière la vente d'armes et la vente de drogue, et même devant le trafic d'êtres humains. C'est vraiment une source extrêmement lucrative pour nos ennemis, nos adversaires, et donc être capable sur nos théâtres d'opération de protéger le patrimoine et donc de défendre des sites archéologiques, c'est évidemment un très fort moyen de lutter contre ces sources de financement. Alors, comme je vous le disais, c'est une problématique qui, évidemment, est toujours actuelle. Bon, l'exemple le plus connu de l'actualité récente, c'est donc bien sûr l'Ukraine, où nous avons environ 1600 sites culturels qui ont été touchés depuis l'invasion du 24 février 2022, avec deux grands cas majoritaires. Bon, évidemment, les cas de destruction, les plus nombreux, avec des frappes d'artillerie ou des frappes aériennes, comme vous pouvez le voir avec la cathédrale d'Odessa, par exemple, sur la photo à gauche, ou des cas de pillage, comme ça s'est fait notamment sur les premières phases de l'avancée des soldats russes, avec par exemple sur cette photo le pillage du musée de Mariupol par des militaires russes. Comme je vous le disais, le pillage de biens culturels et parfois la revente, ce n'est pas réservé qu'aux groupes armés terroristes. L'armée russe s'est servie de ce moyen de financement et d'agression par la culture pendant le conflit ukrainien. Vous avez rapidement sur la droite le détail des différents sites culturels qui ont été touchés, classés en fonction de leur type. Vous voyez que pour ce qui vous concerne plus, les bibliothèques ou les centres d'archives représentent quand même 109 sites culturels sur 1600 qui ont été touchés, donc détruits, pillés ou endommagés pendant ces opérations. Également le cas du conflit dans le Haut-Karabakh, alors qui est un conflit pour lequel on a assez peu d'informations qui nous parviennent. Heureusement, on a quelques ONG, comme notamment Monument Watch, qui arrivent à nous informer sur la question. Et donc, vous voyez par exemple ici une fontaine qui a été détruite par les soldats azerbaïdjanais pendant l'avancée et la reprise du territoire qu'ils avaient perdu précédemment. Et enfin, pour l'actualité la plus récente, vous avez évidemment le cas de Gaza. Donc, on a sur la gauche, là par exemple, la grande mosquée de Gaza, donc la mosquée Al-Omari, qui était une ancienne église byzantine du 5e siècle, la plus ancienne mosquée de Gaza, qui a été détruite, endommagée, mais assez fortement par des frappes aériennes. Et de manière générale,
sur la droite, vous voyez en dessous de la photo que depuis le 7 octobre 2023, donc à peu près 100 sites culturels ont été détruits sur la bande de Gaza. Bon, environ évidemment 60 mosquées du fait de leur concentration particulièrement importante dans cette zone, mais aussi 2 musées, des centres culturels, des centres d'archives. Donc c'est vraiment une question majeure de tous les conflits modernes. Donc aujourd'hui, nos chefs, notre commandement a bien conscience de cette question et donc on a vraiment une très bonne dynamique dans la prise en compte de ces questions et ça ne fait qu'aller crescendo. Donc, en 2-3 ans, on a vraiment pris la mesure de cette question et on continue à travailler pour continuer à l'améliorer le plus possible. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, lieutenant, pour cette présentation extrêmement claire et structurée. Il pourrait y avoir 1 ou 2 questions dans la salle avant qu'on en passe à la conclusion de la journée, qui a été donc très, très riche en interventions. Donc, est-ce qu'il y aurait une question ou 2 sur tous les aspects exposés à l'instant ? Qui montre tout le caractère intéressant d'une méthodologie, de comprendre ce à quoi on a affaire pour pouvoir mieux agir et anticiper. Non ? Alors, bonjour monsieur et merci. J'avais une question concernant tout ce que vous nous avez dit pendant votre intervention. Qu'en est-il des autres pays étrangers sur la question ? Est-ce que vous avez des échanges à ce propos avec les autres grandes puissances notamment ? Est-ce qu'ils ont justement la même avancée que la France sur ces questions-là ? Je vous remercie. Oui, donc très bonne question. Alors effectivement, nos partenaires sont de façon assez inégale avancés sur la question. Je dirais, à mon sens, que ceux qui sont peut-être plus avancés que nous, ce sont les Britanniques, dans le sens où ils ont vraiment une unité qui est vraiment structurée, dédiée à cette mission. La petite différence qu'on a, nous, dans les armées françaises, c'est que ce n'est pas encore organiquement ou hiérarchiquement reconnu que les officiers conservateurs de la délégation au patrimoine sont l'unité chargée de la protection du patrimoine en zone de conflit armé. Pour les Anglais, c'est vraiment très clair. Ils ont vraiment une unité définie avec un insigne, avec un commandement propre, des soldats sous-officiers, officiers, avec vraiment des groupes dédiés. Donc, en termes d'organisation, les Anglais sont probablement plus avancés que nous. En revanche, ils sont assez envieux de la capacité de l'armée française et de l'armée de terre en particulier à avoir projeté ces personnels sur ce genre de mission en conditions réelles, puisque la majorité des soldats qui sont dans cette unité pour les Anglais sont des réservistes, et donc il est toujours plus compliqué de projeter un soldat réserviste qu'un soldat de métier. Pour les Américains, c'était un petit peu poussif pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, ils ont eux aussi une unité qui est vraiment dédiée, qui est rattachée à l'USA KPOC, donc Civil Affairs and Psychological Operation Command, donc les affaires civiles et les opérations psychologiques, qui sont rattachées au commandement des opérations spéciales américaines. Donc, qui est une unité qui a vraiment beaucoup pris en importance, qui a vraiment monté en puissance. Ils sont maintenant forts d'une quarantaine d'officiers à peu près qui sont formés sur cette question, donc à la fois des archéologues, des conservateurs, des bibliothécaires, vraiment des métiers extrêmement vastes, mais tous liés de près ou de loin à la culture, au patrimoine. Et eux aussi étaient en manque d'expérience opérationnelle sur la question, et de plus en plus maintenant, ils arrivent à projeter certains de leurs soldats, qui sont eux aussi tous des réservistes. Ils ont par exemple un capitaine qui est toujours en mission à Djibouti. Ils ont envoyé 3 officiers au Guatemala l'année dernière. Donc eux aussi sont plutôt dans une bonne dynamique. Pour les autres armées européennes, c'est des questions qu'ils ont en prise en compte, mais ils n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes attendus. On a commencé à bien aider les Estoniens pour la création d'une unité dédiée. Les Ukrainiens aussi maintenant ont une unité dédiée qui a été en partie formée par les Français, mais pas que.
Et les autres pays européens qui travaillent beaucoup sur ces questions, comme je dis, c'est plutôt les Autrichiens, les Italiens, qui sont assez intéressés dans le domaine, mais qui ont moins l'idée de la projection à l'étranger et plus de la prise en compte sur leur territoire national. Merci beaucoup. Moi, j'en aurais une question sur le partage d'informations entre justement toutes ces structures. Est-ce que voilà, on sait que les Italiens ont des très gros fichiers sur les biens culturels qui ont des sorties un peu bizarres. Donc voilà, est-ce qu'il y a des initiatives en ce sens? Oui, alors je vous dirais qu'en fait ça va dépendre du but final recherché. Évidemment, dans tout ce qui est relations internationales, on n'a jamais vraiment d'amis ou d'ennemis, on n'a que des objectifs communs. Et je vous dirais que dans tout ce qui est par exemple la lutte contre le trafic de biens culturels, oui, la France et les autres pays internationaux travaillent énormément avec les Italiens et en très bonne intelligence, notamment via un organe qu'on a dans les forces de sécurité intérieure qui s'appelle l'ECBC, donc l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui travaille beaucoup avec les carabinieri italiens pour contrer justement le trafic de biens culturels. Donc, pour cet office-là, oui, ils ont des très forts échanges, des très bons échanges avec les carabinieri. Pour tout ce qui va être plus du domaine de l'armée de terre, ça dépendra en fait du théâtre d'opération dans lequel on est déployé et de quelles sont les armées qui travaillent avec nous. Pour le cas du Mali, par exemple, il est évident qu'on avait une assez bonne collaboration avec les Américains et les Anglais qui étaient aussi là dans le cadre de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies au Mali. Et donc, dans ce cadre précis, oui, on a eu des très bons échanges et on a bien travaillé ensemble. C'est aussi le cas, par exemple, à Djibouti, qui est une zone particulièrement dense, et donc on a à la fois des Américains, des Français, évidemment face aux bases chinoises et russes de l'autre côté. Donc oui, là aussi, du fait de la finalité opérationnelle qui est la même, on a des bons échanges. Donc voilà, pour résumer, je vous dirais que oui, ça dépend en fait de la finalité et de ce que l'on va rechercher. Merci beaucoup.